Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, c'est un nouvel épisode de votre podcast. Ici, on en parlait. Nouvel épisode, nouvel invité. Nous avons l'honneur de recevoir M. Joël Ella, qui est directeur général de NCA Vie Assurance au Congo. Bien ça. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec vous, nous allons parler de l'assurance vie. L'assurance vie qui est un sujet très très important, un terme dont nous n'avons peut-être pas la maîtrise. On en parle beaucoup, certains s'en méfient même, parce que le rapport entre les assurés et les assurances sont un peu, on va dire, compliqués. Heureusement qu'on vous avoue qui, dans cet échange, va pouvoir nous convaincre de souscrire à des assurances. Je l'espère. Et notamment l'assurance vie. Exactement. Bonjour monsieur Ella, comment allez-vous? Bonjour monsieur Kaba. Je vais très bien et vous-même? Ça va très bien, merci. Pourquoi il y a NCA Assurance et NCA Vie Assurance Congo? Alors, tout simplement parce que dans chaque pays d'implantation du groupe NCA, il y a les deux entités. NCA Vie Assurance pour les produits d'assurance épargne, assurance décès, on va en parler, oui. Assurance études pour les enfants, et NCA Assurance pour les produits de dommages, comme on dit, pour tout ce qui est assurance véhicule, assurance bâtiment, assurance de biens, voilà, de façon générale. Par opposition, on dit assurance vie pour les assurances de personnes, oui, et assurance non-vie, donc NCA Assurance pour les produits d'assurance de biens, etc. Voilà. D'accord. La nuance est là. Elle est vraiment là, sur le fait qu'il y a d'un côté la vie humaine, et de l'autre côté, elle est bien. Les biens. Alors, pourquoi deux? Parce que justement, il y a deux marchés à conquérir. D'accord. Les assurances de biens et les assurances de personnes. Et le groupe a fait le choix de pouvoir justement exercer sur chacun de ces marchés, sur ces deux secteurs d'activité. D'accord. Vous me confiez en off que vous avez déjà été directeur général des deux NCA, Assurance et Vie Assurance. Exactement. Congo. Alors, j'arrive ici en 2011 en tant que DAF. Je pense qu'en 2019, si j'ai bonne mémoire, je passe DGA. Sauf que historiquement, sur le Congo, et c'est d'ailleurs l'une des deux filiales, je pense, des dernières filiales, il y avait le Congo et je pense également la Guinée, oui, qui, dans les DG, avait encore le cumul des deux fonctions. Oui. Bon, ça vient de se séparer tout récemment. Et donc, je suis DG des deux entre 2019 et 2024. 24. Et 2024, donc je dirige les deux. Parce que bon, c'est historique un peu ici. La première DG dirigeait les deux. Celui qui la remplace dirige également les deux. Et quand je le remplace, naturellement, ça coule de source que je dirige les deux. Mm-hmm. Après, le groupe décide en 2025, compte tenu du niveau de chiffre d'affaires, enfin 2024 plutôt, compte tenu du niveau du chiffre d'affaires qui commence à devenir important pour chacune des filiales, de pouvoir justement séparer pour donner justement à chacun des dirigeants la capacité de mieux piloter et puis de pouvoir être assez focus dans son secteur. Et puis, bon, c'est une politique aussi pour généraliser la séparation des directeurs généraux des filiales, mieux gérer les charges, avoir une meilleure vue sur les indicateurs, etc. Et puis, bon, ça finit par arriver. Bon, depuis 2025, je suis exclusivement en charge de NCA Vie Assurance Congo. D'accord. C'est un regret ou ça vous fait moins de charge de travail? Regret, non. Parce que pour moi, ces deux sociétés sont un peu comme des enfants, oui, que j'ai élevés, que j'ai vu grandir. Et à un moment donné, tu as l'impression que tu as un enfant qui a besoin de prendre son envol. C'est ça. Tu le laisses partir avec, pas forcément de regrets, mais avec aussi beaucoup de... Peine, une petite douleur? Une petite douleur, mais en même temps beaucoup d'espoir parce que tu te dis que tu as semé et tu veux voir ce que cette graine-là va donner demain. Mais vous restez dans la même maison? Et je reste dans la même maison. Et d'ailleurs, je suis juste même à côté. D'ailleurs, je vois un peu ce qui se fait et je suis très heureux de voir comment ça se passe. Ah, d'accord. Ouais. Très, très bien. Mais pour être directeur général des deux, assurance bien, ouais, et assurance vie, en termes de formation, c'est la même formation? On va dire oui et non. L'assurance est de base à une thématique unique, générale. D'accord. Après, ça se sépare au niveau justement de... des spécificités, que ce soit en vie, que ce soit dommage. Oui. Sinon, les principes sont pratiquement les mêmes.
Il y a des spécificités en vie, en non-vie, puisque la vie, c'est beaucoup plus un peu financier. En non-vie, c'est assez technique. Voilà, donc ça se joue là. Après, bon, j'ai l'avantage d'avoir un background un peu finance et école de commerce. Pas assureur en réalité, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je suis pas assureur de métier. Ok. Je suis une formation d'école de commerce. Et donc, voilà, avec un peu de chance, j'ai pu gérer les deux. Et puis, j'ai appris auprès aussi des meilleurs. Donc, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ce serait bien de nous partager votre background finalement. Oh, c'est très simple, hein. Ça va surprendre un peu tout le monde. Je suis diplômé d'une maîtrise en management des organisations, obtenue à l'université d'Abidjan Cocody. J'ai pas fait de spécialité en tant que tel. Je suis un pur produit de NCA, du groupe NCA. Donc, j'ai démarré en tant que stagiaire en 2003. En tant que stagiaire? En tant que stagiaire en 2003. En 2003. L'année d'après, je passe en CDD, contrôleur de gestion, autour de 2009, si j'ai bonne mémoire, auditeur interne également. Et puis, à l'occasion de la création de la holding, je rejoins la holding en 2019. Ouais, non, 2000, parce que là, je suis en 2011. Donc, 2009, c'est plutôt que je rejoins la holding en 2009. D'accord. En tant que contrôleur de gestion. Donc, on aide un peu à structurer tout, à mettre en place tout ce qui est procédure. Et là, vous êtes encore en Côte d'Ivoire? Je suis toujours en Côte d'Ivoire. Procédure, harmonisation de tout ce qui est procédure, rapport de gestion, faire en sorte qu'on fonctionne, on réfléchit groupe dans tous nos documents. Et donc, on construit tout ça. Et puis, 2 ans plus tard, je suis convoqué, on me dit, il y a une opportunité pour être DAF au Congo. Je dis, j'y vais. J'arrive, directeur financier, il faut réapprendre la chose parce que j'ai jamais été directeur financier, j'ai été que contrôleur de gestion. D'accord. Donc il faut apprendre à être DAF, oui. Il faut apprendre le métier. Il faut apprendre le marché. Il faut apprendre le marché. On arrive sur un marché totalement nouveau. Oui. Dans une autre émission, peut-être je raconterai quelques anecdotes parce qu'effectivement ici, il faut apprendre vite, sinon tu es dehors. Certainement. Donc effectivement, on a quelques expériences qui nous permettent de voir très vite à quoi on a affaire. Heureusement d'ailleurs. Donc, on apprend toujours à s'ajuster. Et puis, les choses aidant avec l'accompagnement de mon prédécesseur, M. Yamego Alfred. Ben voilà. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que justement le groupe vous laisse piloter tout seul dans un marché inconnu pour vous ou vous avez quand même une espèce d'accompagnement du groupe? J'avais déjà le DG local qui était pas congolais, mais burkinabé, M. Alfred Yamego. Mais qui avait quand même une bonne expérience puisqu'il avait été DG au Gabon déjà, ensuite ici. Et ben c'était quand même une sommité au sein du groupe NCA qui disait Yamego Alfred, mais c'était un nom. Donc être en dessous de lui, pour moi, c'est une aubaine. J'ai appris, j'ai fait mes armes. Il m'a aidé justement à décanter des situations, à me fondre dans le truc. Et puis progressivement, quand le besoin se fait sentir de préparer sa relève, voilà, je passe DGA, et puis quand il part, je récupère les 2 bébés naturellement, et puis voilà. C'est quoi une assurance vie, monsieur Ella? Je vais essayer de faire simple. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. En fait, l'assurance vie a toujours fait partie de notre quotidien. Dans les villages, la solidarité a toujours été de pair. Quand un enfant naît, tout le monde se met ensemble pour célébrer la mère. Quand il grandit, quand il va à l'école ou quand il y a un décès ou une joie, tout le monde se met ensemble et on célèbre ensemble, on partage ensemble. L'assurance vie, c'est exactement ça. C'est la solidarité, mais organisée différemment, autour d'un contrat d'assurance. C'est aussi mettre de l'argent de côté. On le fait généralement, on met 5 000 francs dans une boîte pendant plusieurs mois pour un projet ou juste pour avoir une épargne. Et puis au moment où on en a besoin pour un projet, pour une situation urgente, on casse l'antirédit ou la boîte et puis on fait face. C'est exactement ça l'assurance. Vie. Mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire face à un engagement futur. Sauf que l'engagement futur, on l'identifie, nous, dès maintenant. Ça peut être la retraite, ça peut être les études des enfants, ça peut être le décès. C'est le sujet
Oui, tout des choquements qui fâchent, mais ça peut être également le décès. Mais on construit justement ce projet pour que, au moment où le besoin se fera sentir, qu'on ait de quoi faire. Justement, l'assurance vie ne consiste pas à assurer sa vie, non? Parce qu'il y a le mot vie quand même. Dans l'assurance vie, tout naturellement, on se dit c'est tant que nous sommes en vie. Ben oui, justement, pas seulement. Mais tout à l'heure, quand on a fait la différence entre les assurances de personnes et de biens, De bien, oui. naturellement, quand on parle d'assurance de personnes, naturellement, on parle de la vie de la personne, Oui. pas des biens de la personne. Donc, oui, quand on met en avant la vie, parce que justement, dans l'assurance, il y a deux sorties. Il y a la sortie quand vous êtes en vie et la sortie quand vous n'êtes pas en vie. Ah, Il y a les deux cas. Parce que D'accord. je prends un exemple pratique. Quand vous prenez un contrat d'assurance retraite, sur 10 ans, au terme du contrat, si vous êtes en vie, vous récupérez le capital plus les intérêts. Mais si vous n'êtes pas en vie, le capital que vous avez constitué revient à vos ayants droit. d'accord. Donc, il y a effectivement les deux cas. Et les intérêts? Et les intérêts, naturellement. Ah, les intérêts et le capital. Les intérêts et le capital. D'accord, reviennent aux ayants droit. Aux ayants droit. D'accord, là, vous êtes en partenariat avec un notaire, bien évidemment, pour déterminer les ayants droit. Non, on n'en a pas besoin. C'est toute la particularité de notre métier. L'assuré, au moment de la souscription, indique les bénéficiaires nommément. Mon fils, mes enfants nés à naître, Joël, Sandra, Edith, etc., clairement. Et quand il y a un événement qui nécessite que les ayants droit, notamment le décès ou même l'incapacité, éventuellement, j'en reparlerai, parce qu'il y a 3 cas. Oui, Tu as la vie, oui, donc tu reçois parce que tu en vis. oui, Tu as le décès, oui. mais il y a l'incapacité aussi, l'incapacité définitive ou partielle. Quand il n'y a pas incapacité, tu peux avoir fait un AVC et tu es déclaré incapable. D'accord. Et ça s'apparente à du décès puisque tu n'es Tu n'es plus actif. tu n'es plus actif et donc le capital peut être versé également. Donc ça, c'est un élément qui ne reçoit pas souvent, très souvent, les commerciaux n'en parlent pas beaucoup. C'est un aspect aussi important. Et donc, quand vous souscrivez, en cas de vie, vous recevez votre capital et en cas de décès, les bénéficiaires nommément désignés dans le contrat reçoivent les parts que vous avez laissées pour eux. D'accord. Pour qu'on arrive à comprendre clairement, il y a combien de types d'assurance? Alors, dans le cadre de façon générale, il y a Oui. deux types d'assurance. De façon générale. On en a parlé. Oui, c'est ça. Assurance non-vie Oui. et assurance vie. Si on reste spécifiquement au niveau des assurances, on a 3 catégories d'assurance en tant que telles. On a l'assurance vie, pour tout ce qui est, enfin l'assurance épargne plutôt, tout ce qui est retraite, pension. L'assurance études, pour préparer les études des enfants. Des enfants, oui. Et à l'assurance décès. D'accord. Tout ça, c'est dans l'assurance vie. L'assurance vie. Ah, d'accord. C'est ça. Et dans l'assurance des biens, on a tout ce qui est assurance. L'assurance des biens, on a l'assurance accident, automobile, multirisque habitation, assurance transport pour ceux qui sont dans les maritimes, qui voyagent, qui font des ventes à l'étranger, transfert de marchandises. Il y a l'assurance également voyage. Chaque fois que vous voyagez, vous avez besoin de prendre une assurance pour aller en France, pour ceux qui voyagent beaucoup. Oui. Il y a quoi d'autre? Assurance multirisque, l'assurance multirisque pour la maison. Par exemple, votre beau bureau, j'aimerais bien poser la question, est-il assuré? Oui, affirmatif. Donc, vous avez une assurance pour la multirisque professionnelle. Exactement, oui. Voilà. Et je peux même vous donner le montant. On va parler jusque là. Mais on a déjà le contrat, ils ont exigé la prime. Oui, la prime, parce que justement, l'article 13 nous demande que justement la prise de garantie commence à partir du moment où la prime est payée. Oui. Et vous avez également la multirisque habitation. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Votre domicile, généralement, doit être assuré. Pour 2 raisons simples. On en parle rapidement parce que il peut y avoir un départ de feu ou quelque chose qui arrive soit chez vous ou soit chez les voisins qui impacte votre maison. Imaginez sur l'instant que votre maison est assurée, il y a un départ de feu chez le voisin, vous êtes atteint, le fait que vous soyez assuré, vous avez la garantie. D'accord. Et ça, malheureusement, je pense que le commun des mortels ne le sait pas assez, mais quand il y a eu malheureusement le 4 mars, il y a eu des assurés qui ont eu leur maison complètement reconstruite par NCA après l'événement. Oh, c'est très bien ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les avantages de la multirisque habitation. D'une façon générale, quand on dit l'assurance, c'est important, c'est bien, pourquoi? C'est quoi les avantages?
Alors, tout simplement, c'est bien parce que notre vie est jonchée de risques. OK? On est conscient que tout ce qu'on fait, il y a des risques de chute, des risques de blessures, des risques de mort, etc., des risques pour ceux qui font du business, des risques de faillite. Donc, notre vie est généralement jonchée, entourée de risques. On en est conscient. Qu'on l'accepte ou pas, ça fait partie de notre quotidien. Et l'assurance vient justement gérer ce risque-là pour vous. D'accord. Bon, vous m'avez convaincu. J'espère. Maintenant, Ouais. il y a un frein qui est lié justement à ce... Parce qu'il y en a d'autres qui se disent « je prends le risque de ne pas m'assurer ». Qu'est-ce que vous direz à ces personnes qui pensent que, voilà, qui mettent en place ce frein en se disant, bon, que moi, je prends le risque de ne pas m'assurer parce que je suppose ou je pense que ce risque ne va pas arriver. Pour ceux qui sont chanceux, Oui. il arrive effectivement que le risque ne se produit pas. Oui. Mais pour ceux qui sont moins chanceux, malheureusement, quand cela arrive, comme on disait une publicité il n'y a pas longtemps, ah, si je savais. Oui. Parce que ça arrive sur une, on va dire quoi, sur probabilité de... Bon, après, on ne veut pas non plus que l'assurance arrive tout le temps, hein, mais on est toujours sur une échelle de 4 sur 10 environ. Mais, généralement, quand le risque arrive, les conséquences sont importantes. Et c'est justement cette gestion du risque, et cette prise de conscience du risque qui fait qu'on a besoin de s'assurer. D'où votre métier. D'où, effectivement, notre métier d'assureur. D'accord. Et quand le risque n'arrive pas, à qui va l'argent ? Nous ne sommes pas une société philanthropique. On fait du business, naturellement. S'il n'y a pas de risque, l'assureur garde la prime. Oui. Mais en même temps, si je reviens sur des valeurs très simples, prenez par exemple un véhicule assuré à 800 000, quand il y a un sinistre, généralement les sinistres, c'est quoi, 2, 4, 5 millions, où l'assureur récupère en fait la différence. C'est justement, c'est dans la somme des cotisations, d'où le principe de solidarité, c'est la somme des cotisations perçues, qui lui permet justement, dans la grande enveloppe qu'il a perçue depuis plusieurs années, d'aller rechercher les 5 millions qui permettent d'indemniser celui qui est endommagé aujourd'hui. En fait, c'est un principe de solidarité, l'assurance. C'est pour ça que, on va dire que sur la durée, si on fait effectivement, ou si on fait un arrêt à l'instant T, on peut donner l'impression que, on va dire, puisqu'il n'y a pas de sinistre sur cette année, on est bon. Sauf que vous n'avez pas de sinistre cette année, vous en aurez l'année prochaine. Ou pas. Ou pas. Mais il y a des statistiques aujourd'hui, avec le recul, qui permettent de pouvoir justement anticiper à quelque chose près la survenance des sinistres. Donc, si vous faites une analyse de votre passé et du comportement de la population, on peut savoir que un assuré qui rentre en année 1, il y a de fortes chances qu'en année 5 ou année 6, il ait un accident. Et cet accident, s'il est assuré, tant mieux, on va y faire face. Mais s'il n'est pas assuré, ben c'est là qu'on dit, j'aurais dû, si les assureurs, voilà, ils m'ont pas dit, j'aurais dû me dire. Et malheureusement, il y a de mauvaises histoires comme ça. Je connais plusieurs restaurants à Brazza aujourd'hui qui sont fermés pour des primes de 400 000, pour des primes de 500 000 qu'ils ont refusé de payer. D'accord. Est-ce que selon vous, il y a trop d'assurance ? La notion de risque évolue en fonction justement des besoins exprimés par les clients. Donc il n'y a pas trop d'assurance ? Il n'en aura jamais assez, dans le sens où tant que le besoin de protection de l'humain s'exprimera dans un domaine précis, ce domaine deviendra assurable. D'accord. Monsieur Ela, qu'est-ce qu'on ne peut pas encore assurer en République du Congo ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas assurer ? Oui. On doit assurer tout, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous n'assurez pas encore ? Qu'est-ce qu'on n'assure pas encore au Congo ? Oui. Bon, je pense qu'on n'assure pas encore assez les maisons, puisque c'est pas les habitations, je veux dire, c'est pas encore obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. L'assurance, parfois, elle est obligatoire. Naturellement, ne vous assurez pas pour l'auto. Vous avez un contrôle de police, vous verrez si c'est pas obligatoire ou pas. Oui, c'est ça aussi. Voilà, parfois, elle est obligatoire, parfois, elle est obligatoire. Dans le cas de l'assurance automobile, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Au niveau des habitations, c'est pas encore le cas. Au niveau même des sociétés, la mutuelle professionnelle n'est pas encore obligatoire. Oui. C'est justement par souci de protection des biens et d'anticipation de risques que vous assurez, parce que vous avez du matériel qui vous a coûté de l'argent. C'est ça. Bon, dans certains pays, c'est obligatoire. Oui. Donc, ce qui fait que justement, on va dire la capacité
le volume de primes d'assurance augmente et puis tout le monde s'assure. Et justement, l'intérêt de s'assurer devient réel parce que c'est obligatoire. La culture de la gestion du risque en Afrique, dans nos tropiques, est encore très faible. Pour preuve, on en parlait en aparté, je suis tombé sur une statistique, 1% des populations de l'espace IMA dans lequel il y a 14 États sont assurés. Seulement 1%. Oui. En France, on est à 8%, si je me rappelle encore de mes notes. Comment ça se passe? On voit dans un film une femme assassine son mari pour déclencher l'assurance. Parce que c'est justement le mari qui a pris l'assurance et a défini son épouse comme bénéficiaire. D'accord. Et elle connaît les niveaux d'indemnisation qu'elle aura en cas de décès. Et donc, elle provoque justement le décès de ces derniers. Et comme la bénéficiaire, c'est elle, quand le document sera ouvert, on dira oui, mais c'est vous la bénéficiaire, donc c'est à vous qu'on reverse le capital. D'accord, mais dans ces cas-là, l'assurance ne fait pas d'enquête pour savoir si c'est elle qui est... Si vous regardez un peu les téléfilms, c'est exactement l'assureur fait toujours une enquête pour s'assurer qu'il n'y a pas, il y a pas de dol dans l'histoire et qu'il n'y a pas une provocation de la mort d'autrui pour bénéficier de quelque chose pour lequel on n'a pas droit. Et ici, ici, notre culture n'est pas encore évoluée dans ce sens. Et puis, les gens, de plus en plus, les prospects commencent à comprendre l'importance de prendre une assurance, pas dans le sens de protéger un individu, mais de protéger la famille. Et nos produits sont dans ce sens. On fait une assurance prévoyance décès pour protéger les enfants, pour protéger l'épouse et les enfants, de sorte à ce que le niveau de vie ne change pas. Et c'est tout là l'enjeu et l'exercice le plus difficile qu'on essaie de faire chaque fois en allant vers les populations pour dire il est important que vous preniez une assurance prévoyance. Et comme on sait que la notion de décès choque un peu, donc on ne dit plus une assurance prévoyance décès, on dit une assurance prévoyance ou une assurance protection familiale. Est-ce que l'assurance décès se déclenche quand la personne meurt? Oui. Quand il y a décès, c'est là que ça se déclenche. C'est là que ça se déclenche. Ah, d'accord. Alors, dans le cas d'espèce, j'en ai parlé, il y a l'invalidité également partielle définitive qui déclenche également le paiement d'indemnité. Je n'ai rien compris. L'invalidité, c'est vous êtes victime d'un AVC, pour faire le truc de simple, et vous êtes déclaré inapte. D'accord. Oui, donc vous n'êtes plus actif pour cotiser. Vous n'avez plus la capacité, le médecin, et c'est vraiment une décision médicale qui dit que vous êtes déclaré incapable, inapte. Okay. À ce moment-là, ça s'équivaut à un décès au niveau des assurances vie. Et en ce moment-là, on vous verse le capital sur lequel, en fait, le capital sur lequel on s'était mis d'accord au départ. D'accord. Monsieur, là, je suis père de famille. Vous me conseillez quel type d'assurance? Vous avez combien d'enfants? 3. 3. Ils sont âgés de quel âge? Ils ont moins de 10 ans. Excellent. C'est le meilleur moment de leur prendre une assurance études. L'assurance études vous permet de pouvoir faire une cotisation sur la durée que vous aurez choisie. Et généralement, la durée choisie, la durée de fin, correspond en fait à la période de maturité de l'enfant ou à la période où on estime qu'il va commencer l'université. L'université, oui. Donc, s'il a 10 ans, on estime qu'il va commencer l'université autour de 18 ans, 20 ans maximum. Donc, il y a une cotisation de 10 ans. S'il a 5 ans, il commencera l'université autour de disons même, si on veut être plus large, 18-20 ans, donc 15 ans de cotisation. Donc, au terme de 15 ans de cotisation, dès que le terme du contrat arrive à terme, on vous fait un reversement de la rente choisie. Si elle est de 5 millions, chaque année, vous aurez 5 millions par an pour justement faire face aux besoins de scolarité de l'enfant. D'accord. Mais le plus de ce contrat, c'est que en cas de décès du parent, en cours de contrat, l'engagement commence immédiatement. Non. Si. Ça veut dire que moi, j'ai 3 enfants, je cotise pour leurs études, je décède, je touche du bois. Oui, bien sûr, je touche du bois aussi pour vous, exactement. Merci. Voilà. Et malgré ça, l'assurance... Non, pas malgré, c'est ça le contrat, c'est ça l'engagement. Donc, donc l'assurance... L'assurance, la rente commence à être versée là, à l'instant. Dans mes enfants, on va les verser... Les 5 millions jusqu'à leur majorité. Et après leur majorité, c'était ça le contrat initial. Oui. On reverse encore les 5 années restantes. Ah, mais pourquoi c'est pas vulgarisé ça? Alors,
Je ne peux pas le dire à l'antenne. Je le dis quand même. J'avoue que c'est un contrat que j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que vous perdez de l'argent? Oui, voilà, on perd énormément d'argent en cas de risque. Mais c'est l'un des meilleurs contrats, effectivement. Oui. Ouais, donc, les pères de famille peuvent assurer les études de leurs enfants. Les familles, les femmes, les femmes seules qui élèvent leurs enfants. Oui. Voilà. Peuvent vraiment prendre une assurance pour les études de l'enfant. Il est protégé. Pour qu'en cas de vie, effectivement, ils aient de quoi. Et bien plus, en cas de décès, ils aient encore plus la capacité de terminer leurs études. Autre contrat que je vous recommande, c'est une assurance de type retraite. Type retraite, oui. Que vous soyez dans le privé ou dans le public, vous pensez à avoir une retraite. De mettre de l'argent pour constituer une épargne conséquente pour que justement, au soir de la retraite, que vous ayez une enveloppe qui vous permet de maintenir votre style de vie parce que l'inflation aidant, ce que vaut 10 000 aujourd'hui ne vaudra pas 10 000 dans 3, 4, 5 ans, voire dans 15 ans. Oui. Donc, si vous avez mis l'argent de côté, vous allez pouvoir justement avoir de quoi faire face au niveau de vie auquel vous ferez face dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ça. On peut accéder à ces assurances à partir de combien? Concrètement, quand on parle de cotisation, de assurance vie pour les études des enfants, c'est à partir de combien? La cotisation minimale, c'est 10 000. 10 000? Oui. Donc, vous commenciez avec quoi, 10 000 tous les mois? Oui, 10 000 tous les mois, naturellement. 10 000 tous les mois n'équivaudra pas à 5 millions 10 ans plus tard. Enfin, ça dépendra justement de la durée de cotisation et de la durée de cotisation. Et de l'âge aussi de l'assuré. Parce que si vous commencez à cotiser à 45 ans, que vous dites que 10 000, vous n'aurez pas forcément 5 000, 5 millions. Donc, en fonction justement de la durée de cotisation et de l'âge de l'assuré, naturellement, on identifiera ou on calculera la rente équivalente justement à ce niveau de cotisation. Mais la cotisation minimale, c'est 10 000. Pour toutes les assurances? En études, en retraite, en pension, on est sur de l'ordre de 25 000. Par là, la pension, c'est en fait par mois. Justement, la pension, c'est une assurance où on couple à la fois l'assurance épargne et l'assurance décès. Donc, vous êtes à la fois couvert jusqu'au terme de votre contrat pour la retraite, mais si en cours de contrat, vous décédez, vous avez un capital qui est versé, en plus de l'épargne que vous avez constituée, qui est versée à vos bénéficiaires. D'accord. Monsieur Ella, c'est quoi le temps pour une assurance de déclencher le paiement? Alors, ça dépend à partir de quoi on compte. Si on compte à partir du moment où vous avez donné la dernière pièce qui permet justement de constituer la totalité du dossier, un maximum 1 semaine, voire 2 semaines, le paiement est fait. Voire même un peu moins. D'accord. Voilà. La règle, quand je parle de la règle, le régulateur dit 30 jours. Bon, d'ailleurs, c'est passé à 15 jours aujourd'hui. Mais de façon générale, quand tout est bon, en 1 semaine, c'est réglé. D'accord. Donc, si j'ai un accident de voiture, ma voiture est assurée, ça me prend combien de temps pour que vous déclenchez les réparations, dédommager tout le monde? Dans le dispositif actuel, qui est différent d'une assurance à une autre, il faut déjà, dans un premier temps, que l'on s'assure de l'état dans lequel est la voiture. Donc, on va faire appel à un expert qui va évaluer justement le niveau de dommages qu'a subi la voiture, qui va valoriser les réparations. Et sur cette base, l'assureur, justement, après avoir validé l'estimation de l'expert, il déclenche. Si tout va bien et qu'il y a un retour d'information assez fluide, en 2 semaines, souvent, c'est fait. En Côte d'Ivoire, par exemple, même si on n'y est pas encore, ils sont arrivés à faire des règlements en moins de 90 minutes. En moins de 90 minutes? Oui. On parle de quel contrat d'assurance? On parle de contrat d'assurance automobile. Automobile? Oui. Oh là là. Bon, après, il y a tout un dispositif qui est derrière. Oui, c'est centralisé, c'est numérisé. Il y a un espace dédié. En partenariat, en collaboration avec la police routière. Avec la police routière, avec la digitalisation et tout ça. Il y a plein de choses qui ont pu se mettre en place pour arriver à faire ça. Ils ont d'ailleurs été primés pour cette innovation. Je pense que mon collègue y travaille. Bon, je ne vais pas lancer... les fleurs? Pas les fleurs, mais je ne vais pas donner... la surprise arrive. L'assureur n'est plus l'ami de l'assuré lorsqu'il faut dédommager. Est-ce que la légende dit vrai? La légende dit vrai, oui et non, parce qu'en fait, c'est une question d'attente. L'assuré qui est justement victime veut effectivement ses sous tout de suite pour justement reprendre sa vie normale. L'assureur attend que le contrat soit respecté. Parce que si je me mets à indemniser sans avoir pour le soin de me rendre compte que mon contrat
ou les engagements que je prends sont les bons, je vais m'être indemnisé des cas qui ne sont pas bons. Au final, je vais fermer la porte. Donc, je vais prendre le temps de m'assurer que c'est dû, qu'il n'y a pas de fraude derrière, parce que les fraudes, on en a énormément. La fraude à l'assurance, c'est courant. Il faut que je m'assure qu'il n'y a pas de fraude derrière. Et justement, ça aussi, ça prend du temps. On a la fraude jusqu'aux extraits de main courante, pour vous dire. Donc, on est obligé de prendre des mesures pour vérifier tout ça, s'assurer qu'on a les bons éléments, on a les bonnes victimes, parce qu'on nous invente souvent des victimes. Un accident de circulation, il n'y a que 3 blessés. On vous envoie un document avec un extrait de main courante où il y a 20 blessés, avec des noms, des additifs de noms factices. Donc, si vous ne faites pas toutes ces vérifications, vous vous retrouvez à payer 20 millions sur un sinistre alors que vous devez payer 2 millions. Donc, vous avez des assurés qui créent des sinistres? Oui. Pour même pas des assurés des fois, mais c'est tout un réseau de fraude qui existe. Donc, la fraude à l'assurance. La fraude à l'assurance, oui. Comment vous faites? Vous avez une équipe d'enquêteurs en interne? Comment ça se passe? Alors, il y a déjà d'abord l'expérience, puisque par la force des choses, vous avez vu des cas, donc forcément, par expérience, vous flairez tout de suite que ça, c'est quelque chose d'un peu bizarre. Il y a des experts qui sont commis lorsqu'il y a la suspicion de fraude. Donc, on commet des experts qui vont aller effectivement mener des enquêtes et puis revenir avec des éléments probants pour dire oui, effectivement, sur la base de ça, on estime que c'est de la fraude. On va convoquer l'assureur pour dire on a la preuve que ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Donc, l'assurance n'est pas due. À partir du moment où il y a la fraude, elle n'est pas due. Après, ça peut se retrouver au tribunal. Chacun est responsable de la preuve et du truc qu'il envoie pour justement justifier ses positions. Soit on gagne, souvent on perd. Parce que bon, après, on est en Afrique. On va dire ça comme ça. Mais bon. D'accord. Donc, tout le monde ne peut pas se réveiller un matin et créer une entreprise d'assurance. Il faut avoir beaucoup de moyens. Au-delà des moyens, il faut un agrément. Puisque notre métier est régi par un code qui est lui encadré par la CIMA, qui est la conférence interministérielle des marchés des assurances, qui régit notre métier, notre secteur. Et on a un code rédigé qui nous dicte de façon précise ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et si je suis un jeune entrepreneur, je viens de lancer une petite activité, peut-être pas avec le même investissement que notre agence de communication, mais je suis une dame, j'ai un salon de coiffure. Vous savez, quand l'activité est petite, généralement, on ne pense pas à l'assurance. Parce qu'on a toujours pensé que l'assurance coûtait cher et qu'elle était inaccessible. Alors que, quand je prends par exemple l'exemple de l'assurance multirisque habitation, on est en des taux pour 1000. Prenons même le cas de la dame qui a un salon de coiffure. OK. Elle est locataire. Hein. Elle est locataire, je suis d'accord. Elle est locataire. Elle est dans elle loue le local, je dis n'importe quoi, à 150 000. Oui. Elle a ses cheveux, tout un certain nombre de matériel. Tout l'investissement qu'elle a mis peut être autour de peut-être 2 millions. D'accord. Disons même 1 million. Même 1 million. Restons sur 1 million. Donc le matériel est valu à 1 million, le local à 150 000. L'assemblage des deux permettra de dégager une assurance multirisque habitation pour moins de 50 000 l'année. Mais elle est locataire, donc elle ne voit pas l'importance de l'assurance. Justement. Alors qu'elle est locataire, pour elle, c'est le propriétaire qui doit Parce que justement, on a toujours pensé que pour être assuré, il faut être propriétaire. C'est ça. Mais quand vous êtes locataire d'un bâtiment, les risques, c'est pas le propriétaire qui les subit, c'est vous. Bon, imaginez cette dame qui, au détour d'un court-circuit, a le salon qui brûle, qui part en feu, et qui atteint d'autres studios à côté, d'autres bâtiments à côté. Qui en est responsable? C'est la dame. C'est la dame. Elle n'a pas pris d'assurance. Pour 25 000, elle va devoir reconstruire le local de monsieur, trouver l'argent pour reconstruire les biens d'autrui détruits. Alors que si elle avait pris l'assurance à 25 000, le local aurait été reconstruit, son matériel en partie aurait été reconstitué et on aurait dédommagé le voisin, la voisine, etc. D'accord. Ça se joue là. Oui, bien sûr. Donc pour une activité aussi coûteuse soit-elle, la moins coûteuse possible. La moins coûteuse soit-elle. Il y a des assurances. Il y a des assurances adaptées. Pour garantir la pérennité de la structure.
C'est surtout ça. Et pourquoi vous n'allez pas vers ces dames, ces AGR, activités génératrices de revenus, Génératrices, les pour coiffeurs, communiquer, les coiffeurs, menuisiers. les menuisiers, pour leur dire que c'est possible, un menuisier qui fait une maladresse et qui se blesse, L'individuel qui accident. travaille plus. Je vais même plus loin. Vous avez des ouvriers qui sont sur des chantiers, Oui. qui peuvent Bon, là, tomber. par contre, c'est le constructeur, je pense. Le constructeur, mais soi-même, tu peux, puisque, attends, tu vas sur un chantier, tu es ouvrier, tu vas travailler sur un truc, tu es maçon. Normalement, le constructeur est censé prendre une assurance. Mais combien sont ici qui demandent s'il a une assurance? C'est ça. On ne demande pas. Oui. On est déjà chanceux d'être pris. Oui. Je vois la file des gens le matin qui se bagarrent pour pouvoir être pris pour la journée. Tu es déjà chanceux d'être pris pour la journée. Mais ton assurance individuelle accident. Là, ma société sœur a un produit qui coûte 12 000 l'année, qui te couvre. 12 000 l'année, c'est combien de bières En une semaine. en une semaine? Voilà, c'est 12 000 l'année. 12 000 l'année, vous êtes assuré, vous êtes sur un chantier, vous avez un bobo, vous êtes pris en charge. Soit en vie, soit en décès, vous êtes pris en charge. Vous avez laissé un enfant qui n'est pas scolarisé, bon, même s'il n'a pas pris un tiers études, au moins il va avoir de quoi peut-être aller à l'école l'année prochaine. C'est ça. Mais Ah. culturellement, on a un véritable problème avec l'assurance. Avec- On a une relation conflictuelle avec l'assurance. Est-ce que parce qu'on est sous-informé ou est-ce que parce qu'on ne voit pas l'importance de l'assurance? Je pense qu'il y a, il y a ces deux éléments. On est sous-informé, on ne voit pas l'importance de l'assurance. Et nous, assurants, on n'a pas encore fait ce qu'il faut. Moi, je pense, quand on a encore des problématiques d'indemnisation dans les délais, de conflits sur les indemnisations, par exemple, on devait indemniser, enfin, la victime espère être indemnisée à, je dis n'importe quoi, 100 000, et puis elle est indemnisée à peut-être 35 000 parce qu'elle n'a pas pris le soin de lire son contrat. Il y a un point là-bas qui fait que justement, et c'est 35 000 indemnisés plutôt que 5 000. Il y a encore ces éléments de méfiance qui font que justement, parce qu'on n'a pas encore fait la sensibilisation dans le bon sens, dans les bons termes et dans le bon langage. Parce que pour que ça soit compris, comme pour les enfants, si vous voulez faire passer le message, il faut parler comme eux. C'est ça. Or, nous, on parle encore pour l'instant trop technique, et comme on est trop technique, les gens ne comprennent rien. À partir du moment où ils ne comprennent rien, ils disent, bon, c'est la affaire, c'est du chinois pour moi, je vais faire ce qui est obligatoire. Parce que Pourtant, on paye les assurances obligatoires. ah oui, je vais faire ce qui est obligatoire parce que si c'est la loi. Maintenant, pour ce qui est de ma protection et de la protection des personnes qui m'y sont chères, ouais, je vais m'en refaire à Dieu. Je vais le faire une fois. Après 1 an, 2 ans, rien n'est arrivé. Bon, les 100 000 là, bon, il y a le petit Bernard là qui me prend la tête depuis quelques années. Bon, je vais lui affecter ça. Le reste, comme vous avez dit, Dieu fera. Dieu fera. C'est ça. Ça se joue là. Dieu, c'est la plus grande des assurances. C'est l'assureur par excellence. Sauf que malheureusement, Même l'assureur, même malheureusement, l'assureur reconnaît que Dieu... malheureusement, quand le sinistre arrive, il descend pas. Non. Ouais, moi, je suis croyant. Ah oui, Et mais on dit que chaque chose qui arrive, c'est pour votre bien. Tout concourt au bien. oui, c'est vrai. Oui, donc Je le suis sinistre, c'est d'accord. pour un bien. Mais en même temps, il nous a dit également, l'homme prévoyant voit le mal arriver de loin Oui. et il se prépare. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de croyants en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de croyants au Gabon? Non. Ok. Le chiffre d'affaires du marché gabonais est 2 fois celui du marché congolais sur l'assurance vie. Juste le Gabon. Juste le Gabon. Alors qu'ils sont... Je ne suis même pas allé en Côte d'Ivoire. Hein. Non. Juste le Gabon. Le Gabon a près de 23 milliards, 26 milliards de chiffre d'affaires annuel. Nous, on est quoi? On est à 13, 14 milliards, 15 milliards. Parce qu'ils ont, à votre avis, c'est parce qu'ils ont bien compris l'importance de l'assurance. Oui, ils ont compris. Sur le marché ivoirien, rien que ma filiale fait 60 milliards. Et une seule filiale. Oui. Donc le marché a plus de 200-300 milliards de chiffre d'affaires annuel. C'est quoi le problème avec notre marché congolais alors? Je pense que c'est une question de maturité. C'est une question de maturité dans l'ensemble, maturité des acteurs des assurances, maturité également de la population qui a encore besoin d'être sensibilisée parce qu'on ne fait pas encore assez de sensibilisation. Nous, justement, on a entrepris quelques actions depuis des années à travers les chants, à travers la danse, à travers le slam pour commencer justement à sensibiliser un peu plus. On a mis un véhicule ambulant qui permet de rentrer dans les quartiers pour en parler un peu plus. Il vient de Dolisie d'ailleurs la semaine dernière. Mais c'est encore petit à l'échelle de toute la population pour percer en fait le truc et puis
arriver à faire en sorte que le plus grand nombre s'assure. Mais c'est pas petit, c'est pas petite goutte en fait. D'accord. On y va progressivement pour que justement, sensibilisation après sensibilisation, démonstration après démonstration, témoignage après témoignage, que les gens finissent par comprendre que oui, c'est nécessaire et surtout, ils indemnisent, ils payent. Parce que ce qu'on nous reproche le plus, c'est ça. C'est de prendre les sous, mais au moment de payer, on ne paye pas. Mais il faut qu'on démontre qu'on paye en temps et en heure et qu'on aille vers les populations pour leur expliquer dans leur langage de solidarité. Parce que comme je l'expliquais au début, oui, la solidarité, elle existe. Dans les quartiers, on est solidaire. Il y a un funérail tout de suite, tout le monde va cotiser, tout le monde va cotiser. Oui. Mais l'assurance, c'est ça. Même dans les entreprises, Même dans le milieu corporate. Les collaborateurs cotisent. Voilà. Mais dans Mais l'assurance, c'est ça, en fait. Oui, mais... C'est au lieu d'attendre justement qu'on cotise là, que toi, tu payes 5 000 ou 10 000 par mois. Ou par an. C'est ça. Ça évite justement que... Enfin, ça permet que quand on cotise, tu as un plus, tu as un élément supplémentaire. Or, quand tu n'as pas payé les 10 ou 15 000 par an, ben, on attend que ça pour démarrer quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça. Sauf que notre situation financière, d'une façon générale, nos économies étant un peu difficiles ces derniers temps, la solidarité tend à disparaître. À disparaître. Elle n'est plus aussi large. Oui, c'est ça. Parce qu'on est dans une ère où on dit le monde est méchant. Le monde est méchant. On se méfie de tout et de tout. On se méfie de tout. Oui. Et on fait justement attention à ces sous. On met pas ces sous dans tout, je dirais pas dans tout n'importe quoi, dans le même panier. Et donc, on est devenu moins généreux qu'avant. C'est vrai. Les temps sont durs. Les temps sont durs et les temps sont durs pour tout le monde. Oui. Donc, si on peut mettre ne serait-ce que 10 000, parce que pendant que les temps sont durs, mais on a le temps de temps en temps de se faire plaisir les week-ends. C'est vrai. Bon, on se dit, ouais, mais c'est aussi une façon de décompresser. Mais décompresser, c'est bien, mais n'oublie pas l'essentiel. C'est vrai. La protection de madame et des enfants. C'est vrai, c'est vrai. Ou de la protection de l'enfant quand il s'agit de madame. C'est ça. Ouais. Le rapport État-assureur pour qu'une assurance devienne obligatoire. Ça, c'est un exposé. Parce qu'il fallait chercher l'historique de à partir de quand la première assurance est devenue obligatoire. Je ne l'ai pas forcément là. Après, je pense que c'est des questions peut-être de volonté politique, de vision, d'économie aussi. D'économie. Réalité. Est-ce que, on va rendre obligatoire des assurances pendant qu'effectivement, le panel de la ménagère est encore très faible. Il y a plein de questions comme ça qui sont certainement posées et qui mettent à demain le fait de rendre obligatoire pour l'instant certains types d'assurances. Par contre, il y a des mesures d'incitation aux assurances, notamment en assurance vie, où dans le cas du Congo, on a une totale défiscalisation des primes d'assurance. D'accord. Que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les individus. Si vous êtes assuré, vous avez des primes d'assurance. En cas de conflit avec un tiers, il n'y a aucune possibilité de saisie de ces fonds qui sont chez l'assureur, par exemple. Ah, d'accord. Par exemple, parce que ce sont des primes d'assurance. D'accord. Si vous prenez, en tant qu'entreprise, vous prenez une assurance de type IFC, de type retraite complémentaire, la prime d'assurance en elle-même est totalement défiscalisée, il n'y a aucun impôt à payer. Et au moment du calcul de votre bénéfice fiscal, elle n'est pas non plus réintégrée. Donc, ce sont des bénéfices en plus que vous réalisez. Et le fait que, justement, en cas de prestation, un individu reçoive une prestation d'assurance, donc il reçoit par exemple une indemnisation en cas parce qu'il est bénéficiaire, ces sommes-là ne sont pas, s'il est poursuivi, ne sont pas attaquables. D'accord, très bien. Voilà, donc il y a des accompagnements comme ça que l'État met en place pour justement faire en sorte que la population s'intéresse un peu plus aux assurances vie. Après, je suis totalement d'accord avec vous. C'est pas assez vulgarisé, c'est pas assez connu, et c'est là que, justement, on nous demande de bosser. De votre présence dans cette émission. Dans cette émission. Oui, nous avons justement mis en place cette émission pour recevoir des profils comme les vôtres afin d'apporter des éléments de réponse. Très bien, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Est-ce que d'une façon générale, Monsieur Ela, les entreprises en République du Congo ont des obligations de prendre des assurances sur leurs employés? Oui, assurance santé. La plupart des conventions collectives, l'assurance santé est une assurance obligatoire à prendre pour prendre en charge la santé des employés. L'assurance retraite complémentaire ne l'est pas, mais il y a des mesures incitatives pour justement pousser D'accord. Il y a déjà la SNCS. Nous, on verse la SNCS pour les collaborateurs. Pour les collaborateurs. Oui. Mais la SNCS ne vous garantit pas la fidélité du collaborateur.
Oui, c'est vrai. Par contre, un collaborateur qui sait que l'entreprise lui a constitué une petite épargne pour sa retraite, avant de partir, réfléchir à deux fois. Quel message vous adressez à ceux qui hésitent encore de franchir le pas de l'assurance vie? Je dirais que d'une façon ou d'une autre, on a tous des besoins de se protéger et de protéger surtout ceux qu'on aime. Et si on souscrit à cette vocation, cette ambition, cette obligation pour certains de protéger les siens, on ne peut pas ne pas être assuré. L'assurance devient pratiquement quelque chose d'obligatoire parce qu'on est conscient que même si je suis en vie, il me faut avoir ce qu'il faut pour prendre soin de ce que j'aime. Et bien plus, quand je ne suis pas là, s'il s'avère, et les statistiques le démontrent, on va dire que les hommes partent beaucoup plus tôt que les femmes, s'il s'avère que je parte plus tôt, que j'ai l'assurance que ceux que j'ai laissés derrière ont ce qu'il faut pour pouvoir vivre décemment pendant que je suis pas là. Je pense que c'est le meilleur acte d'amour qu'on peut mettre, enfin qu'on peut faire à l'endroit des personnes qui nous sont chères, nos épouses, nos enfants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joël Ela. Merci, Je rappelle que vous êtes directeur général de NCA Vie Assurance Congo. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir disposé votre temps pour répondre à nos questions. C'est sûrement pas du temps perdu. Non, merci franchement, infiniment. en tout cas pas pour nous. Ils peuvent le témoigner, ceux et celles qui ont regardé, qui ont écouté cette émission. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Laissez-nous des commentaires. Merci, à la prochaine. Au revoir.